Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info, ravi de vous accompagner pour une nouvelle édition dont voici les titres. Une classe pour trouver sa voie, la 3e prépa métier vise à accompagner les élèves dans la construction de leur projet d'orientation. Nous avons voulu en savoir plus sur cette première au collège Charles III. Puis nous changerons d'établissement pour prendre la direction de l'International University of Monaco qui célébrera bientôt ses 40 ans. Son directeur général Jean-Philippe Muller sera notre invité. Dans ce journal également, du polo entre mer et montagne et l'art qui s'invite à nos tables. Le Quai des artistes présente actuellement l'exposition Tous égaux de Rice à découvrir en fin de journal. Mais tout d'abord, nous ouvrons ce journal avec l'exploit de Valentin Vachereau qui s'est qualifié pour les quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai. Le Monégasque aura sorti le grand jeu pour vaincre le Néerlandais Talon Griekspoor. Mené dans le premier set, le Monégasque aura repris le match en main pour s'adjuger la partie avec la manière. Score final 4-6, 7-6, 6-4. Valentin Vachereau poursuit donc son aventure à Shanghai après avoir battu 3 top 30, il est le premier joueur de la Fédération monégasque de tennis à accéder au quart de finale d'un Masters 1000 en simple. Au prochain tour, il sera opposé au Danois Rune. Vous avez peut-être déjà demandé à vos enfants ce qu'ils voudraient faire plus tard sans qu'ils n'aient de réponse à vous donner. Beaucoup d'élèves peuvent être perdus dans leur orientation à l'approche de faire des choix. Alors pour les aider, le collège Charles III lance la 3e prépa métier, une formation qui permet aux collégiens de découvrir des milieux professionnels de façon plus concrète. Les détails dans ce reportage d'Alban Gingembre, Alexandra Paolini et Sylvain Péroumal. Dans cette salle de classe, un mardi matin habituel en cours de mathématiques pour cette classe de 3e. Mais 5 heures par semaine, c'est ici que les collégiens viennent compléter leur formation avec des enseignements de découverte des métiers. Quand c'est mélangé, tu recasses à neuf, tu remets dedans et tu remélanges. Et tout ça, au fur et à mesure. Ces élèves sont en 3e prépa métier, une nouvelle filière du collège Charles III, plus immersive dans le monde du travail. C'est une classe spéciale où je peux atteindre mes rêves, je pense. Devenir pâtissier. On a plus de pratique que les 3e. De base, je n'aime pas du tout travailler à l'école. C'est vraiment différent des autres classes. Ils sont tout le temps assis sur une chaise avec le stylo et tout le temps en train d'écrire des cours. Et nous, on a la chance d'aller dans un lycée professionnel et pouvoir faire des activités manuelles. Ce sont des élèves qui sont sélectionnés par choix afin de pouvoir découvrir différents métiers par appétence. Et ces différents métiers peuvent se faire découvrir soit par le biais du lycée Régnier III, puisqu'ils ont des plateformes, soit par le biais de partenaires au sein de la principauté ou même à l'extérieur en fonction des métiers qui sont recherchés. À la différence des élèves de 3e de la principauté, ils ont 3 semaines de stage, 3 fois une semaine dans l'année, avec la possibilité d'en rajouter une de plus pour ceux qui le souhaitent, mais également dans leur emploi du temps, des découvertes de métiers. Pour cette partie découverte, les cours sont dispensés par des professeurs du lycée Régnier III. Le but, connaître la diversité de métiers et de formations. Quelle est la différence entre ces deux tournevis? Quand ça a une croix, on dit que c'est cruciforme. Cruciforme, voilà. Et quand c'est comme ça, on dit que c'est plat. Le but, c'est soit de confirmer, soit de changer d'orientation. Parce qu'à leur âge, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est assez complexe de savoir déjà ce qu'on veut faire. Je leur parle comme s'ils n'avaient pas choisi la matière. C'est surtout là qu'est la grosse différence. Après, je pars du principe qu'il y a quand même éveillé un peu de curiosité. On ne peut qu'être en réussite quand on n'est que 4 avec un professeur. En fin d'année, les collégiens passent le même brevet que les autres élèves de 3e. Ils ont eux aussi la possibilité de poursuivre leur scolarité sur une seconde professionnelle ou générale et technologique. Eux ont déjà trouvé leur voie. Ce sont les étudiants de l'International University of Monaco. Implantée depuis 1986 en principauté, l'université propose un enseignement supérieur varié, tourné vers la finance, le luxe ou encore l'innovation. Bonsoir Jean-Philippe Muller. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de l'IUM. L'université s'apprête à célébrer ses 40 ans en 2026. Comment l'IUM a traversé les années ?
Écoutez, effectivement, ce sera ses 40 ans en 2026. Elle avait été fondée en 1986 avec sa première cérémonie de diplôme où il y avait 30 étudiants. Le 6 décembre prochain, on diplômera 350 étudiants environ. Donc elle a traversé surtout une période de développement importante, de croissance et d'attractivité, puisque là, en ce mois de septembre, nous avons accueilli 600 nouveaux étudiants qui ont rejoint les étudiants déjà en place dans les programmes, ce qui nous amène à environ 1200 étudiants au total. Donc un fort développement avec toujours cette diversité internationale et des étudiants qui de plus en plus nombreux nous rejoignent du monde entier. C'est ce qui fait la force de l'IUM aujourd'hui, cette diversité internationale ? Oui, tout à fait. Je crois que c'est véritablement un facteur d'attractivité. Au départ, on a une petite faiblesse, c'est que le marché domestique, on va dire, pour recruter des étudiants à Monaco n'est pas immense. On a quelques étudiants monégasques, mais il a fallu développer cette capacité à attirer des talents du monde entier. Et aujourd'hui, ça fait des promotions très multiculturelles, 70 nationalités différentes, avec des étudiants qui apprennent bien sûr beaucoup de leurs professeurs, mais qui apprennent aussi beaucoup entre eux, avec les enseignements qui sont tous en anglais. Ça nous permet vraiment d'avoir un mindset, une culture très internationale à l'école, sans nationalité dominante. Et qu'est-ce qui, selon vous, participe également à la renommée de l'université aujourd'hui ? Monaco déjà, tout simplement. Je crois que le fait d'être à Monaco, c'est très attractif. Beaucoup d'étudiants, quand on leur pose la question, nous disent qu'ils sont venus à IUM pour rentrer sur le territoire monégasque, pour participer à la vie monégasque, aux événements monégasques. Il y a des savoir-faire à Monaco, des expertises, le luxe, la finance, le sport, l'événementiel sportif qui sont de plus en plus attractifs aussi. Et je crois que beaucoup d'étudiants viennent aussi pour découvrir Monaco. Et puis l'enseignement est reconnu par de grands organismes. Je crois savoir que l'IUM a été classé en 2025 17e au palmarès des Masters en finance du Financial Times. C'est une belle reconnaissance. Oui, ça fait partie des choses qui nous marquent en termes de qualité. Il y a les accréditations internationales qu'on a été recherchées depuis longtemps, l'accréditation AACSB ou AMBA, qui sont des accréditations internationalement reconnues. Et puis ce classement, ce ranking dans le Financial Times à la 17e position, comme vous l'avez dit, pour les masters en finance, évidemment, ça fait de la reconnaissance, ça fait de la visibilité, puis ça atteste d'un niveau de qualité aussi dans les contenus, dans les enseignements. On l'a entendu, de nombreux débouchés à l'issue de ce cursus à l'IUM. Oui, tout à fait. Alors, on a la chance de voir des taux d'insertion de très bonne qualité. En ce moment, les dernières promotions sorties, 90% d'entre eux ont un emploi au moment de la remise des diplômes, ce qui est une belle performance. Beaucoup d'étudiants qui restent à Monaco, beaucoup d'étudiants aussi qui partent à l'étranger. Les stages aussi, on a pas mal d'étudiants qui font leurs stages à Monaco. On considère aujourd'hui qu'environ 50% des stages et 50% des premiers emplois de nos élèves se font dans l'économie monégasque. C'est aussi une contribution de l'université au dynamisme de l'économie monégasque. Oui, en fait, c'est une véritable valeur ajoutée pour la principauté, cette université. Je crois que si l'objectif de Monaco, c'est d'attirer des compétences et des jeunes talents du monde entier, l'université participe à cette dynamique positive. Et quelle est la vision aujourd'hui de l'IUM ? Continuer à grandir. Bien sûr, il faut continuer à atteindre une taille critique. On paraît de plus en plus gros, mais on reste assez petit en fait à l'échelle de nos concurrents internationaux. Donc on voudrait atteindre une taille critique en termes d'étudiants et aussi de corps professoral pour véritablement compter en termes d'expertise dans nos départements de recherche. Donc continuer ce développement, raisonner bien sûr en termes quantitatifs et continuer surtout à accroître la qualité avec le renouvellement de nos accréditations, de nouveaux classements et toujours un peu plus de sélectivité. Notre chemin est forcément un chemin qualitatif. Et j'imagine qu'il va y avoir plusieurs temps forts à l'occasion de ces 40 ans ? Tout à fait, on commence déjà à partager cette information, surtout avec nos anciens. Il y a plus de 4000 anciens à l'université aujourd'hui, ils sont à Monaco, mais un peu partout dans le monde. 800 d'entre eux travaillent à Monaco. On espère pouvoir tous les réunir, donc on organisera des choses avec eux, mais aussi avec toute la communauté qui est autour de nous. Je crois que la réussite de l'université, c'est ses étudiants, bien sûr, mais c'est ses anciens, et puis c'est tout le territoire et les partenaires à Monaco qui nous aident et qui nous accompagnent et qui permettent aux étudiants de vivre une expérience véritablement enrichissante. Alors, pour le moment, tout ça n'est pas encore tout à fait prêt à être communiqué, mais évidemment, on fêtera ça dignement. 40 ans, c'est un bel événement. C'est un bel événement que nous suivrons, bien évidemment. Merci beaucoup, Jean-Philippe Muller, d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info. Merci à vous, bonsoir. Dans le reste de l'actualité, la principauté a accueilli aujourd'hui 4 nouveaux ambassadeurs, à commencer par Nodir Ganiev, représentant l'Ouzbékistan. Auparavant en poste en Suède, il a remis ce matin ses lettres de créance
au prince Albert II. Il a été suivi par Anne Fugl-Eschkeier, ambassadrice du Royaume du Danemark. Elle a par le passé représenté son pays au Bangladesh de 2013 à 2016 et au Canada de 2019 à 2024. Mumtaz Zahra Baloch, ambassadrice du Pakistan, a elle aussi remis ses lettres de créance au prince souverain ce matin. Son parcours diplomatique l'a notamment amené à servir en qualité d'ambassadeur en Corée de 2020 à 2021. Enfin, Mohamed Yahya Teiss, ambassadeur de Mauritanie, a clôturé cette cérémonie au Palais Princier. Il a été auparavant en poste auprès du Sénégal, de la République de Guinée, du Cabo-Verde et de la Guinée-Bissau. C'est une démarche qui peut s'avérer être un casse-tête administratif. Préparer sa retraite demande du temps et parfois de l'aide. Pour répondre à cela, les journées transfrontalières de la retraite ont réuni des représentants de 3 pays, la France, l'Italie et la Principauté, pour apporter plus de clarté aux bénéficiaires. Le reportage de Vanessa Dessy et Arnaud Imbert. C'est une première à Monaco. Les journées transfrontalières de la retraite offrent un espace d'information unique. L'événement permet aux actifs et aux futurs retraités ayant travaillé à Monaco et en France de rencontrer des organismes spécialisés et d'obtenir des réponses concrètes sur leurs droits à la retraite. L'objectif que nous avons poursuivi en tant qu'union des retraités, mais aussi en tant qu'union des syndicats, c'est qu'effectivement, nous nous apercevons que au moment au moment où on arrive effectivement sur l'âge de la retraite, il y a beaucoup de zones d'ombre. Il y a un décalage entre les anciens, ceux qui sont déjà à la retraite, qui rencontrent beaucoup de problèmes parce qu'il y a des nouvelles technologies qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Et puis après, bien sûr, il y a toute la génération qui arrive, qui va prendre sa retraite, qui se retrouve effectivement face à un bulletin de salaire dans lequel il y a effectivement les cotisations, mais qui ne savent pas forcément où s'adresser, comment s'adresser. Je pense qu'il était nécessaire de recadrer un petit peu tout ça, et surtout parce qu'il y a eu une révolution à Monaco en 2024, c'est l'arrivée de la retraite complémentaire à Monaco, et là, c'est un autre problème. La journée s'est déroulée dans une ambiance studieuse et conviviale, rythmée par plusieurs temps forts. Dès l'ouverture, les visiteurs ont été accueillis par les représentants de l'Union des syndicats de Monaco, avant de participer à une série de conférences animées par des experts des caisses de retraite monégasques, françaises et italiennes. Cette journée a vu le jour donc, suite au premier partenariat qu'on a mis en place avec l'Union des retraités de Monaco et l'Union syndicale monégasque. L'idée de suite, ça a été, hormis la permanence que nous avons ici hebdomadairement, ça a été d'apporter un événement qui ne s'est jamais fait en France, donc ni à l'étranger, pour l'Agirc Arrco, donc des journées transfrontalières de la retraite. Alors elle va se passer en 2 temps. Aujourd'hui, nous allons donc avoir des conférences par pays avec nos partenaires, donc les caisses sociales de Monaco et également l'INCA, donc qui représentera la caisse italienne, et donc l'Agirc Arrco pour la partie française. L'idée de cette matinée, ça va être d'informer les actifs sur leurs futurs droits retraite dans chaque pays, quelles sont les conditions d'ouverture de droits, quelles sont les conditions spécifiques dans chaque pays et comment on va pouvoir coordonner les carrières de ces 3 pays, comment on travaille en coordination tous ensemble. Un forum ouvert permettra ensuite aux participants de bénéficier d'entretiens individuels dédiés à la retraite. Objectif, estimer un montant de leur future pension, adapter leurs conditions de départ et les aider à faire un choix éclairé pour aborder cette nouvelle étape de vie. Dimanche, la Côte d'Azur a accueilli un événement sportif hors du commun, la Monte Carlo Beach Cup, organisée par la Fédération de polo de Monaco, sous l'égide de la Fédération internationale de polo. Ce rendez-vous unique a transformé le port de Beaulieu-sur-Mer en une spectaculaire arène équestre entre mer et montagne. Les détails de Marie Bonnet-Blanc et Thomas Deus. Après les matchs d'exhibition et les tournois qualificatifs, place à la grande finale du plus ancien sport de balle et d'équipe. Un match d'envergure réunissant joueurs internationaux et chevaux d'exception. Ça veut dire que le terrain en jeu les plus petits, alors on n'a pas l'équipe complète comme normalement dans le polo 4 contre 4, mais on joue 2 contre 2, 3 contre 3, ça c'est l'Arena Polo ici. Et il y a des équipes, il y a 3 équipes. Une équipe monégasque que moi je représente avec ma fédération. Après il y a l'équipe portugaise et il y a une 3e équipe de la Jamaïque.
Particularité de l'événement, pas de pelouse traditionnelle mais une surface sablonneuse, un changement de terrain qui n'a rien entamé à l'enthousiasme des participants. The ground is harder, not as soft as grass, la Champagne, je pense que, mais it adds to it. More fun, yeah. Au terme d'une heure et demie de jeu intense et spectaculaire, la victoire est revenue à l'équipe monégasque qui s'est imposée sur le fil 4-3. On s'est battu beaucoup parce que l'équipe contre nous sont des équipes très fortes, mais on a gagné. Et on est content de ça, c'est une journée magnifique ici à Beaulieu-sur-Mer. Et on a eu le soutien de la capitale de port, de la mairie surtout, de Beaulieu, qui nous a donné cet terrain magnifique. Et les gens sont tous contents. Prochain rendez-vous pour la fédération, direction Abu Dhabi à la mi-novembre pour un nouveau tournoi international. Et quittons la surface sablonneuse de ce terrain de polo éphémère pour le green du Monte Carlo Golf Club. Le prestigieux site situé sur les hauteurs de la Principauté a accueilli dernièrement le championnat d'Europe de golf des casinos. La 30e édition aura rassemblé plus d'une centaine de compétiteurs. Retour sur cet événement avec Vanessa Dessy et Camille Caloni. Né au casino de Monte Carlo avant de s'ouvrir à l'ensemble du resort Société des Bains de Mer, l'AS Golf SBM rassemble aujourd'hui des joueurs venus du Monte Carlo One, de l'Hôtel de Paris, du B, du Café de Paris ou encore des Thermes. Fort de plus de 30 ans d'existence, le championnat d'Europe de golf, lancé en Principauté en 2000, après une pause dans les années 90, revient pour la 3e fois à Monaco après 2000 et 2019. L'édition 2025 s'annonce historique avec une participation record. C'est la première fois qu'il y a autant de pays. On devait avoir 10 pays, on n'en a que 9, mais c'est la première fois. D'habitude, c'est 6-7 pays. Donc on est très content d'avoir pu accueillir des Français, notamment cette année, ça faisait très longtemps qu'il n'y ait plus. C'est le casino d'Aix-les-Bains, la Belgique et la République tchèque, plus l'Italie aussi, le casino de Saint-Vincent aussi qui est revenu. Et c'est qu'on gagne tout, évidemment. Déjà parce qu'on nous a donné les moyens, que ce soit la société et le casino également. On a quand même les joueurs pour, donc on espère rapporter beaucoup de prix. Déjà sur la compétition par équipe, je peux vous dire déjà que nous sommes extrêmement bien placés et on en est très fiers. Les équipes en attente de leur tour ont pu patienter de façon ludique autour d'une table de craps fictive, un jeu original permettant de marquer des points supplémentaires. À quelques kilomètres, le green flottant, déjà imaginé en 2019 par un membre du club, a séduit les participants. Conçu en matériaux écologiques et associé à des balles biodégradables, il a incarné à la fois créativité et engagement éco-responsable. On a trouvé une société qui fournit des balles de golf qui sont biodégradables avec de la nourriture pour poissons, justement, pour une démarche green par rapport à notre société aussi, donc on est dans la même démarche. Et surtout, c'est au profit d'une très belle association, c'est la Fondation Flavien pour les cancers pédiatriques qui nous touche de très près également. Donc les joueurs vont payer une petite somme pour prendre 3 balles et ils auront un petit lot s'ils touchent le green. Le green sera situé à peu près une cinquantaine de mètres du ponton Monte Carlo Bay ce soir et toute la recette sera bien entendu reversée à la Fondation Flavien. L'équipe monégasque s'est distinguée autant par son jeu que par son engagement. Les joueurs arboraient des polos roses en soutien à Octobre Rose, rappelant ainsi que le sport peut aussi être un vecteur de sensibilisation et de solidarité dans la lutte contre le cancer du sein. Parlons à présent d'un sujet qui intrigue et qui reste pourtant assez tabou, l'exorcisme. À l'occasion de la sortie de Souffrance et Délivrance, réalisée par Jean-François Cirana, l'équipe de ce film documentaire était présente en Principauté pour une projection en avant-première. L'occasion d'en savoir plus sur cette thématique avec Alban Gingembre et Thomas Deus. La santé mentale est un des enjeux de notre société. Et si la solution pour soigner certains troubles était l'exorcisme? Le père Éric Botalico est prêtre exorciste. Il pratique des séances de désenvoûtement et d'exorcisme. Je suis comme un chirurgien. Un chirurgien qui va vous sauver la vie, va prendre le bistouri, il va vous ouvrir le ventre, il va vous opérer. Il ne le fait pas avec plaisir, mais il sait quelque part il va sauver votre vie. Moi, quand les personnes sont assises sur la chaise d'exorcisme, quand elles crient, elles hurlent, elles vomissent, elles se débattent, etc., c'est pas un plaisir, mais pour moi c'est un plaisir de la guérir. Il y a de plus en plus de sorciers, de sorcières. Les gens sont toujours avis de mal,
pour nuire à autrui, le faire mourir, le faire souffrir, le ruiner, le rendre fou. Voilà, la personne se retrouve en psychiatrie sans savoir pourquoi du jour au lendemain. Dans son film documentaire Souffrance et délivrance, Jean-François Cyrana révèle des séances d'exorcisme filmées sans trucage. Il montre la délivrance recherchée par certaines personnes. Les personnes qui sont venues, c'est à la suite de maladies successives, de cancer entre autres, pour un qui n'arrêtait pas des problèmes qui s'accumulent au niveau de la société, au niveau du familial, alors que tout devrait rouler, mais non, il y a toujours le petit grain de sable qui vient gêner. Il faut savoir qu'à la base, moi, quand on me parlait d'exorcisme, j'y croyais pas du tout. Quand le prêtre commence ses séances d'exorcisme, bon, la personne est attachée, évidemment, il commence à faire son rituel, et là, bon, c'est parti, la personne est complètement déconnectée je veux dire, de son corps ou de son âme. C'est assez surprenant. Ce qui m'a sauvé, c'est que je voulais faire les plus belles images possibles. Donc, pris par le cadrage, en fait, j'ai moins pensé à ce qui se passait tout en le regardant malgré tout et en le vivant. Souffrance et délivrance sera visible dans les salles obscures en début d'année prochaine. L'actualité en bref et en images, ce sont les 25 ans de la succursale de Monaco de la Banque Populaire Méditerranée. Ils ont été célébrés lundi soir au Monte Carlo B, en présence notamment du ministre d'État, Christophe Mirmand. Une soirée marquée par des interludes musicales interprétés par la pianiste Catherine Nikitine et le violoniste David Lefebvre, tous deux directeurs artistiques des concerts de la voûte. Un mot à présent sur cette toute nouvelle exposition au Quai des Artistes. Les œuvres de l'artiste Rice s'invitent à table jusqu'à la fin du mois. Le reportage de Fabien Bonnier et Arnaud Imbert. Contempler des œuvres originales pendant un repas, c'est ce que propose le Quai des Artistes, comme son nom l'indique, situé sur le quai Antoine Ier. Ce restaurant dans un style brasserie vient d'inaugurer sa première exposition depuis la reprise du restaurant en 2023. Quand j'ai racheté le Quai des Artistes il y a 3 ans maintenant, après la rénovation, je me suis dit il faut qu'on recrée en fait l'histoire du Quai des Artistes. Parce que l'histoire quand même c'était la cantine des artistes à l'époque. Et je me suis dit pourquoi pas refaire des artistes. Pour l'instant c'est un sculpteur ou un peintre, demain ça peut être un chanteur, ça peut être ce qu'on veut. Mais l'idée c'est vraiment de recréer l'âme du Quai des Artistes. Pour renouer avec la tradition, il a été décidé de mettre en place une programmation artistique tout au long de l'année. L'atelier du Quai des Artistes vient donc de voir le jour, sous la responsabilité d'Anthony Alberti, commissaire des expositions. Et pour la première fois, c'est l'artiste Rice qui occupe les murs. D'une expo à une autre, on n'aura pas du tout les mêmes typologies d'artistes, les mêmes médiums. On pourra avoir des photographes, des sculpteurs. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Rice, qui est un artiste plasticien, qui surfe sur beaucoup de domaines, qui skate aussi sur beaucoup de domaines, et avec beaucoup d'humour. Donc je trouvais ça assez pop, acidulé et intéressant de commencer avec un artiste explosif comme il peut l'être. Parmi les œuvres exposées, c'est 2 grands tableaux qui correspondent, l'un au dernier plat des stars avant de mourir, tels que Marilyn Monroe, Lady Di, John Lennon, Ernest Hemingway, et l'autre, les plats préférés des grands dictateurs de ce monde, que ce soit Hitler, Saddam Hussein, Mao, Staline et même Napoléon. Et enfin, dernière curiosité, ces 2 gants de boxe sur l'affiche du combat du siècle entre Mohamed Ali et George Foreman, des gants entièrement composés d'autographes des 2 boxeurs. Une exposition dans un style pop art et très éclectique. Il n'y a pas forcément un fil conducteur, c'est-à-dire que j'ai la chance, et vous voyez à travers le travail, qu'il n'y ait pas vraiment de suivi. On ne peut pas faire le lien entre ce qui pourrait être les gants de boxe et puis le repas des dictateurs ou même le milk malted, parce que j'ai la chance de pouvoir faire exactement ce que j'ai envie, quoi. Donc je ne me formalise pas à suivre une voie, quoi. Je le fais à l'inspiration, quand j'ai envie de le faire. Rice, un artiste libre, en ce moment exposé pendant 1 mois au Quai des Artistes. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions météo de Christinda Petit-Ommel. Et puis d'un coup de baguette magique, nous faisons un bond dans le temps ce soir pour refermer ce journal. C'était il y a 20 ans, les 20 ans de Monte Carlo Magic Stars, un événement où les plus grands noms de la magie se donnaient rendez-vous en principauté. Photo signée ce soir Charlie Gallo, que nous saluons. Passez une très belle soirée et à demain, 19 h, pour un nouveau JT sur Monaco Info.
Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous. Demain, la journée s'annonce agréable et lumineuse sur la principauté. Le matin, le ciel sera bien dégagé, laissant la place à quelques nuages discrets dans l'après-midi. Côté température, elles seront comprises entre 13 et 20 degrés. Et puis sinon, demain, nous célébrerons les Pélagies, anciennes danseuses d'Antioche. Convertie au christianisme, elle est devenue symbole de repentir et de liberté spirituelle. Et puis sinon, le mardi, c'est le jour de la météo de l'eau, mise en place par la Société monégasque des eaux. Et cette semaine, nos réserves d'eau ne couvrent que 15 à 25% de nos besoins. Chaque geste compte. Fermez donc le robinet, privilégiez la douche, économisez l'eau. Protégeons notre avenir goutte par goutte. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.